l'agence.expert. C'est se dire que peut-être il est temps d'anticiper l'avenir et qu'il y a un nouveau modèle à inventer. La première chose, c'est très pragmatique, c'est de faire parler les chiffres finalement, et de se dire est-ce que financièrement, mon projet tient la route, il est envisageable. Quand on met en œuvre un nouveau positionnement, un nouveau projet d'entreprise, c'est l'occasion un peu de valoriser et de fidéliser ses talents. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Emmanuel Faure, expert en accompagnement des entreprises. Il a fondé et dirige depuis 2010 l'entreprise Breezy, le cabinet qui accompagne les entreprises à la transformation, du team building au coaching et à la formation. Plus généralement, il aide ses clients dans leurs projets de transformation et les accompagne dans les différentes étapes de mise en place de leurs projets. Eh bien, écoute, déjà dans un premier temps, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es très pris en ce moment, donc merci à toi. Merci à toi, Rudy. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir et de nous consacrer du temps pour aider ces entreprises, nos entreprises, à performer, en fait, à leur donner une vision de leur développement. Emmanuel, moi, j'ai souhaité ta participation justement à Place à l'expert pour nous donner donc tes conseils, ta démarche pour continuer à faire croître nos entreprises. Et oui, la croissance, c'est le propre de l'entreprise. Toute entreprise a un cycle de vie. Il y a le démarrage, la croissance, la maturité, l'effet de seuil, le risque de recul. Et là, il faut se renouveler pour que l'entreprise continue de se développer. La croissance permet de voir plus loin, de se fixer de nouveaux challenges, des nouveaux objectifs, des nouvelles ambitions. On connaît tous l'histoire de Kodak avec l'arrivée d'un nouveau marché, des nouveaux besoins des consommateurs et la nouvelle technologie. Et on s'attend, on connaît, et si on attend plutôt, on connaît ce qu'il s'est passé pour Kodak. Donc Emmanuel, moi je te propose, c'est vrai que tu m'avais dit qu'en préparant cet épisode, tu m'avais parlé de 5 étapes à suivre. Je te propose de commencer par la première étape pour voir un peu comment on peut amener cet accompagnement, en fait, soit au changement. Alors je ne sais pas si on appelle ça accompagnement au changement ou accompagnement à l'évolution ou à l'objectif. Comment tu vois ça ? Peu importe le mot, finalement, l'important étant de le valider en interne. C'est ça, et puis c'est une étape de changement. C'est la croissance, c'est par nature, c'est un changement. Avant d'aller, si tu le veux bien, dans la méthode, juste peut-être quelques éléments de contexte pour détailler ce que tu viens de nous rappeler. Oui. Moi, j'ai la conviction, au jour d'aujourd'hui, comme tu le disais, par rapport à Kodak notamment, croître, c'est le propre et la finalité de toute entreprise, de toute activité. Oui. Et aujourd'hui, qui plus est, je trouve que dans un monde qui va vite, si continuellement les entreprises n'avancent pas, ne se positionnent pas sur de nouveaux besoins clients, de nouvelles technologies, je pense que ça va tellement vite qu'on recule en fait si on n'avance pas. Et que, si on ne bouge pas, on recule. Et que c'est une nécessité aujourd'hui, pour toutes les entreprises, d'envisager l'avenir, la suite, et toujours d'être en questionnement, finalement, sur l'après. C'est important, je pense, de pouvoir, à certains moments, pouvoir anticiper l'avenir, même si ça fait sortir tout le monde de sa zone de confort et le fait de gérer son quotidien et d'aller un peu vers l'inconnu. Ouais. Le fait est que de rester dans cette zone de confort va être plus risqué finalement que si on tente le développement. Ouais. Exactement.
parce que si on ne bouge pas, on va reculer en fait. Hein. Euh, si Et je est-ce devais que, schématiser, ouais, oui, pardon. ouais, juste avant de rebondir, euh, quand tu dis en fait, à quel moment en fait on le sait en fait que on doit sortir de cette zone de confort? Est-ce qu'il y a un curseur, un indicateur? Et c'est quoi? C'est les chiffres qui parlent ou c'est ou c'est qu'est-ce qui Ça va parle? dépendre un peu de chacun, c'est un peu un ensemble, c'est des chiffres et une intuition finalement, hein, et un regard un peu en hauteur sur ce que l'on fait, prendre du recul. Prendre du Enfin, recul. si je devais schématiser finalement la croissance d'une activité, d'une entreprise, il y a la période de démarrage où on va lancer son activité, un nouveau produit, on va la tester, on va voir si on arrive à trouver une place sur son marché, et puis on va se développer. Hein. Deuxième étape, on va se développer, on va capitaliser sur ses offres, on va gagner de nouveaux marchés, on va développer de nouvelles offres, on va intégrer des nouveautés, on va se réorganiser, restructurer, bref, se caler aux besoins des clients et développer, ajuster ses offres, son marketing, sa communication, etc. Tout ça, c'est ce qui va nous mener, au bout de quelques mois ou quelques années, ça dépend des rythmes de développement des entreprises et puis des marchés sur lesquels on est, Mmh. arriver à un troisième stade qui est celui de la maturité finalement. Maturité, c'est quand on est expert voire leader de son marché, de sa cible. On a des équipes qui sont stabilisées et on pourrait finalement rester dans cette phase assez confortable pendant longtemps en s'adaptant aux besoins des clients, euh, en aménageant, on pourrait dire, ses offres. Et c'est là où il va y avoir un moment critique d'anticipation, de veille sur son marché, sur la concurrence, sur les évolutions technologiques, les évolutions de besoins des clients, où on va sentir, soit parce qu'on arrive à un effet de palier au niveau des ventes, parce que là où on remportait des marchés avant, on ne les remporte plus, parce qu'il y a de nouveaux concurrents qui font plus parler que d'eux sur le marché que de nous. On va avoir le sentiment qu'il va falloir rebattre les cartes. Ouais. Conquérir de nouveaux marchés, peut-être de sortir de sa zone de confort, aller étendre sa zone de chalandise, pouvoir vraiment innover, parce que on se dit finalement que si on continue dans la lancée sans vraiment restructurer, réorganiser, se repositionner sur son marché, c'est là où on va perdre du terrain par rapport à ses concurrents. D'accord. Et cet effet de seuil, il est là en fait. Cet effet de seuil, il se traduit dans les chiffres, pour répondre à ta question, puis il se traduit un peu dans un ressenti global de est-ce qu'on est finalement en perte de vitesse sur son marché ou est-ce qu'on continue à gagner des parts de marché, à pouvoir se développer. Et dès lors que l'on sent un ralentissement, Une récession, un quoi. palier, Mmh. oui, sans parler de récession, plutôt un palier, c'est se dire que peut-être il est temps d'anticiper l'avenir et qu'il y a un nouveau modèle à inventer. Et D'accord. c'est là où on va passer dans le renouvellement. Et c'est là où si on n'avance pas, on va perdre du terrain. C'est exactement l'exemple de Kodak que tu citais. D'accord. C'est à ce moment-là où, avant même que ça n'arrive, c'est comment on va se repositionner. Et c'est là que la question se pose. Et c'est là qu'il va être nécessaire de pouvoir prendre du recul pour réussir finalement à projeter son activité, son entreprise dans un futur qui n'est pas un futur à 5 ans, mais qui est un futur à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et c'est là où on va parler d'accompagnement, de changement, de tout ce que tu veux, de réorganisation. Et c'est là où il y a nécessité d'engager une réflexion pour finalement aller de l'avant et réussir à se poser les bonnes questions et rentrer dans cette réflexion avec méthode. OK, je vais juste, faire des petits points d'ajustement pour, que tu puisses avoir ton retour aussi sur ça. Quand tu dis: «On va devoir réajuster, et modifier certaines choses»,
de l'entreprise, est-ce qu'on peut, aller voir, demander en fait, des informations, de retours de la part des collaborateurs, et aussi des clients? Est-ce qu'on peut dire aux clients, voilà, notre situation aujourd'hui, on se connaît bien, alors peut-être pas tous les clients peut-être, mais, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire absolument en interne, nous, notre côté, dirigeants de notre entreprise? Ou est-ce que c'est quelque chose où on peut faire participer, si on est une TPE avec moins de 10 salariés, nos équipes? Et si on est une PME avec plus de 10 salariés, ben, l'ensemble des équipes ou une partie? Et même aller voir plus loin, c'est-à-dire est-ce que ça se fait en fait d'aller voir les clients et d'être assez transparent en fait sur la situation? Je ne sais pas s'il y a une règle, hein, intégrer ses collaborateurs dans la réflexion, certainement, parce que eux détiennent de l'expertise, détiennent de la réaction client, détiennent du savoir qui va être Ouais, nécessaire à la réflexion. Aller voir les clients en étant dans la transparence, il faut pouvoir l'amener pour que ce soit un acte ouais, valorisant pour l'entreprise. C'est-à-dire de dire, voilà, on mieux souhaiterait vous accompagner. innover sur le marché, mieux vous accompagner. Dans ce cadre-là, on aimerait vous écouter sur vos besoins, etc. Le tout, il ne faut pas que ça vienne entrechoquer la relation commerciale qu'on peut avoir avec eux. Faut bien le travailler pour que ça soit fluide et sain, dans un bon équilibre, quoi. Exactement, ça c'est extrêmement important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de concevoir cette réflexion et cette projection dans l'avenir, donc avec méthode, mais sans monter une usine à gaz, D'accord. hein. C'est-à-dire que souvent, ce que je constate, c'est que les dirigeants de PME, TPE sont parfois passés soit par des écoles de commerce, soit par des grands groupes, et que les méthodes pour les grandes entreprises et les grands groupes pour se réinventer, on pourrait dire, elles leur sont propres et qu'il ne sert à rien de calquer ces modèles-là qui demandent du temps, qui sont chronophages, qui sont très processés, au niveau de la PME et de la TPE. Au contraire, là, il faut mieux faire appel au pragmatisme, finalement, au bon sens, au raisonnement assez simple et en bon père de famille, j'ai envie de dire, hein, en termes de gestion, pour pouvoir mener cette réflexion. Hein, on ne va pas parler de valeurs, on ne va pas parler de raison d'être, on va plutôt parler d'objectifs, on va plutôt parler d'orientation, on va essayer de rester concret, que les choses soient simples et qu'elles puissent finalement, l'ambition, le projet, la nouvelle orientation puisse s'énoncer clairement et Assez se facilement. déployer Mmh. assez facilement. Et oui, exactement. Et pour ça, la méthode, finalement, elle repose sur, on pourrait dire, quatre étapes avant le déploiement. La première étape, ce serait de se dire, OK, par rapport à ce que son ressenti de son marché, sur le fait que peut-être qu'on est dans un effet de palier, peut-être qu'on perd de l'avance sur ses concurrents au niveau de l'innovation technologique, peut-être qu'en termes de services offerts aux clients, ce qui était valorisé il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui. Dès lors qu'on va sentir ça, l'idée, ça va être de rassembler un peu ses troupes, justement, pour diagnostiquer et essayer de comprendre ce D'accord. qui se passe. À savoir, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui fait que on n'est plus dans la phase de développement qu'on a connue précédemment, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un moment de palier, qu'est-ce qui fait que avant on gagnait, je sais pas, 3 appels d'offres sur 4, maintenant on n'en gagne plus que 1 sur 4. Essayer De d'identifier comprendre. ce qui a changé, de comprendre exactement dans les forces, les faiblesses de l'entreprise, aussi les opportunités, hein, qui s'offrent à nous, et puis l'évolution surtout de son marché et des besoins clients. Et là, on peut faire des réunions avec les différents managers ou collaborateurs de l'entreprise et faire en sorte que chacun, hein, vienne enrichir cette vision collective de la situation. Et à partir de là, c'est se dire, OK, vu le diagnostic que je fais, quels sont mes objectifs à 2 ou 3 ans? Qu'est-ce que je veux devenir? C'est quoi mon nouveau positionnement sur tout ou partie de l'offre que l'entreprise commercialise?
C'est quoi mon positionnement et ça va être quoi ma stratégie finalement, hein. Par exemple, dernièrement, j'ai accompagné une entreprise qui travaille dans le recrutement de consommateurs pour des instituts de sondage. Et ils ont perçu l'évolution de leur métier et donc ils se sont déployés sur la mise en place de plateformes web pour commencer à interroger leurs clients. Le développement, ils se sont dit, puisqu'on fait du recrutement, puisqu'on fait du recueil, ben, on pourrait aussi faire de l'analyse. Et donc, ils se sont réinventés au terme de 5 ou 6 ans d'existence en se disant, finalement, notre positionnement sur le marché, si on veut se développer, ça ne peut pas être de rester sur le recrutement parce qu'il est de plus en plus internalisé par d'autres entreprises. Hein, et que si on veut continuer à se développer, et ce qu'attendent nos clients, c'est vraiment du clé en main qui va du recrutement des consommateurs jusqu'à l'animation des réunions de consommateurs, que ce soit en visio ou bien en présentiel, et jusqu'à l'analyse. Et donc, ayant compris ça, ils se sont dit, si on veut se développer, il faut notre stratégie, ça va être de nous repositionner sur le marché dans ce sens. Donc, quelque chose d'assez concret, d'assez clair en tous les cas. C'est ce qui va être vraiment important dans cette phase-là. C'est pas une grande ambition, c'est pas des mots un peu coquilles vides. Il faut vraiment des choses qui soient assez spécifiques, précises, qui indiquent clairement ce que cette entreprise doit devenir d'ici 2 ou 3 ans. Et à partir de là, l'idée, une fois qu'on a défini l'ambition, là où on veut arriver, ça va être de se dire, mais comment on y va finalement, hein? C'est quoi les scénarios pour se développer, exactement, quel va être le chemin? Et ce chemin, on va commencer, ça c'est la deuxième étape, après avoir travaillé l'ambition, on va commencer par formaliser une approche budgétaire, c'est-à-dire voir si le modèle tient ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir faire tout simplement, hein, et les experts comptables en sont coutumiers, des budgets prévisionnels, voir finalement par rapport à son nouveau positionnement, quels sont nos objectifs de chiffre d'affaires. Est-ce que l'on doit augmenter la masse salariale pour recruter de nouveaux profils? Comment les choses peuvent se faire et se rythmer dans le temps? L'idée étant de se dire, est-ce que vraiment en première intention et grosso modo, est-ce que j'ai les moyens de mon ambition? Est-ce que mon projet est viable financièrement? Hein, c'est-à-dire que si je dois, pour arriver à mon ambition, demander un crédit à la banque qui dépasse ce qu'elle peut m'accorder, le projet ne sera pas viable. Donc c'est la première chose, c'est très pragmatique, c'est de faire parler les chiffres finalement, hein, et de se dire, est-ce que financièrement mon projet tient la route, il est envisageable, et de pouvoir un peu cadencer, hein, ce développement, les différentes phases d'investissement, les différents moments d'embauche, décomposer son chiffre d'affaires par marché, par cible ou par activité, hein, pour définir ce qu'on appelle à la fois des offres socles, qui sont les offres que l'on fait jusqu'à maintenant, sur lesquelles on s'est construit, qui sont à poursuivre, à intensifier, et sur lesquelles on va continuer à se développer et à rentrer du chiffre d'affaires. Des offres qu'on a actuellement, justement, qui sont plutôt en stagnation, voire en régression, et donc comment on va les remaquiller, rechallenger pour pouvoir les améliorer et qu'elles correspondent mieux aux besoins clients. Et puis, les nouvelles offres à conquérir, là où on n'était pas et là où on se dit, hein, dans son nouveau positionnement, qu'il va falloir développer une nouvelle offre. Ce qui veut dire que, en ayant ce spectre et ce découpage d'activités, on va se dire que, certes, on va avoir des efforts à faire pour développer des nouvelles activités, mais pour autant, il ne faut pas négliger toutes les activités socles qui fonctionnent, parce que c'est celles qui vont permettre l'autofinancement, hein, et la viabilité du projet d'un point de vue économique. C'est cercle vertueux. Et
Exactement. Et chacun, finalement, va porter ses efforts sur les offres socles voilà, à intensifier ou à poursuivre, les offres à revisiter et les nouvelles offres à créer. Chacun va essayer de définir en fonction de son projet comment il va organiser son développement en s'appuyant sur ces 3 points. Et donc, c'est quoi ces objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, sur chacune de ces offres. Et c'est ce qui va lui permettre finalement de faire un prévisionnel, ce qu'on appelle le business plan, finalement, du développement de son activité. Et ça va être une fois qu'on a défini l'ambition, le premier point à aborder. Alors que souvent, les entreprises, quand on n'a pas vraiment la méthode, les entreprises vont aller rapidement sur l'organisation directement, sur le fait qu'il faut recruter quelqu'un parce qu'il nous manque une expertise. Et donc, on va prendre les choses un peu à l'inverse. Je ne sais pas si c'est une prise de recul, mais en tous les cas, ils vont au plus court. Ils vont au plus pressé, au plus visible, on pourrait dire. Mais la réflexion, elle est à avoir effectivement peut-être avec plus de recul et en tous les cas avec un peu plus de hauteur et faire parler les chiffres en premier lieu. Une fois qu'on a fait parler les chiffres, l'idée c'est de se dire ok, on voit que c'est finançable, qu'on n'a pas non plus pour atteindre nos objectifs financiers des efforts insurmontables à faire. On va rentrer dans la 3e étape qui va être la formalisation d'un plan d'action commercial. Où là, on va se dire également avec beaucoup de pragmatisme, voilà, par rapport à mes clients actuels, comment je peux foisonner, développer, vendre de nouveaux produits, ou bien au contraire, vraiment être dans une stratégie de fidélisation. Comment je peux développer de nouveaux prospects, puis identifier de nouvelles cibles, la conquête, avec comment je les approche, avec quel discours, quelles offres, quels tarifs, quelle est ma proposition de valeur par rapport à mes concurrents. L'idée, ça va vraiment être de construire un plan d'action commerciale, un plan marketing, de communication en se disant, voilà, pour les 6 prochains mois, voilà quelles sont mes cibles, voilà quelles sont les offres que je veux pousser, et voilà comment je vais faire, par quels médias, avec quel discours, et mes objectifs chiffrés de développement commercial. En même temps qu'on va retravailler ce plan de développement commercial, c'est à ce moment-là, donc c'est la 4e étape, où on va se mettre à penser organisation et fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, pour arriver à faire tout ça, finalement, de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin et quelles sont les expertises que je possède aujourd'hui dans l'entreprise ou qu'il va me falloir capter par du recrutement. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est parce qu'on va avoir défini le plan d'action commercial, les targets budgétaires, l'ambition, que l'on va se dire, on va considérer l'organisation, le fonctionnement comme étant un moyen de pouvoir le mettre en place. Et donc, on va revisiter l'organisation, retravailler l'organigramme, essayer de concevoir sur le papier un fonctionnement qui soit les plus simples possible, qui soit le plus responsabilisant possible pour chacun, et se dire que avec cette organisation, on maximise les chances de réussir l'atteinte de ces objectifs. Les stratégies d'organisation, parfois, on va se dire, OK, on est finalement dans un modèle où il y a, je sais pas, 2 seniors, 2 experts, et sinon après on a plutôt des profils juniors. Auquel cas, on va être dans quelque chose d'un peu où il va falloir centraliser la relation client, où il va falloir que les experts jouent ce rôle d'interface avec les clients, où ils vont eux-mêmes aussi devoir faire grandir les profils plus juniors, de manière à développer l'autonomie de chacun.
tout en garantissant la qualité qui va être rendue aux clients tant que les uns et les autres n'ont pas acquis le seuil de qualité requis par l'entreprise. Donc, on va finalement modeler son organisation dans l'organigramme et dans son fonctionnement en fonction des ressources dont on dispose et des perspectives que l'on a tracées. OK. Je vais juste, remettre un point sur le recrutement. Si jamais l'entreprise dans son business plan, dans son prévisionnel, en fait, n'est pas alors après ça dépend bien sûr si elle cherche quelqu'un à plein temps ou pas, en fonction de la mission qu'on doit lui confier. Mais est-ce que c'est envisageable aussi d'aller chercher éventuellement sur des missions où il y a une faible demande en termes de temps, quelqu'un en externe, comme une sous-traitance, par exemple? Tout à fait. Il y a plusieurs stratégies finalement pour se staffer. Hein. On identifie un besoin, on se dit d'abord est-ce qu'on interne, voilà, et on a quelqu'un il y a quelqu'un ou pas qui peut le Il y a prendre quelqu'un? en charge Mmh. rapidement. Et on va se dire, bah voilà, par rapport au développement notamment de nouvelles activités, est-ce que on a besoin d'embaucher pour se développer? Auquel cas, avant même de rentrer du chiffre, il faut qu'on puisse recruter quelqu'un parce que cette personne sera dans l'entreprise ou travaillera en partenariat serré avec l'entreprise, qu'on va pouvoir envisager le développement commercial. Hein, donc là, l'embauche précède le développement. Oui. Ou à l'inverse, est-ce que finalement, avec les ressources que l'on a actuellement, on peut se développer, commencer le développement, tester un peu la réponse sur le marché, et au moment critique où on va voir que ça commence à prendre chez le client, qu'on commence à vendre une nouvelle offre, on va pouvoir embaucher un expert. Ou bien D'accord. on va être plutôt dans une stratégie où se dire bah, pas de croissance de masse salariale, mais on va plutôt, dans un premier temps, en tous les cas, vraiment externaliser ses besoins et trouver des experts avec qui on va faire un contrat finalement de partenariat commercial ou d'expertise. Ouais, d'accord. OK, ouais. C'est en fonction, ouais, du besoin, en fait, et de comment on veut aller C'est chercher, en ça, et fait, puis de cette la croissance, ouais. trésorerie dont on dispose, hein, tout simplement aussi, hein, et du risque que Et la l'on trésorerie, prend je suppose, ouais, c'est ça. à soit sous-traiter, soit internaliser, recruter quelqu'un, hein, sachant que l'un et l'autre présentent des avantages et des inconvénients. Bien sûr. Ouais, d'accord, OK, c'est clair. Et donc c'est le moment où aussi où on va parler de qui on a besoin pour se développer, pour se réinventer, et comment on va fonctionner. Hein, voilà, les instances de décision, le partage d'informations, les moments de réunion, qui va décider de quoi, où est-ce que sont les responsabilités dans l'organigramme. Et c'est parce qu'on aura fait tout ce chemin, finalement, qu'on va arriver à une version aboutie du projet. On va avoir à la fois l'ambition, le chemin financier et les indicateurs financiers à suivre, les moyens de développement commercial ou d'investissement finalement dans des technologies, dans des expertises pour pouvoir se développer, et puis une entreprise qui sur le papier a un fonctionnement idéal, on pourrait dire, par rapport au projet que l'on souhaite mener. Mais quand on a fait ça, finalement, on n'a pas fait le plus gros du travail, puisque là, on a juste réfléchi et on a posé sur le papier comment on allait se développer, comment on allait rechercher de la croissance, alors qu'on est plutôt dans une phase de palier, de seuil. D'accord. Et le plus dur reste à faire, puisque le plus dur, ça va être de comment on va déployer. Et l'exécution. Comment exactement l'exécution. Et souvent, les entreprises, elles pensent que elles avancent beaucoup avec beaucoup de méthodes dans cette réflexion. Elles sont OK pour suivre une méthode, ça s'entend. Et parfois, elles considèrent qu'elles sont arrivées et qu'elles vont s'arranger, maintenant que c'est écrit sur le papier, qu'elles vont s'en arranger dans les faits. Et le diable étant dans le détail, c'est souvent là que les choses coincent.
Et c'est souvent là qu'il est important également de poursuivre l'accompagnement des entreprises parce que d'expérience, c'est vraiment ce qui va permettre à une entreprise, en se faisant accompagner, de gagner du temps, d'éviter un certain nombre de pièges et pareil, d'avancer avec un certain nombre de méthodes. Souvent, moi je le constate, j'aide beaucoup les entreprises à redéfinir les projets. Et puis après, les entreprises prennent le projet, on l'a travaillé ensemble, il leur appartient, elles le mettent en œuvre. Et puis à un moment, elles le perdent un peu de vue parce que le quotidien les rattrape, l'urgence, et on perd de vue ce qu'on voulait faire. Ah oui. Et que le fait d'avoir quelqu'un qui est là également, un peu le garant finalement extérieur, qui tous les mois, exactement, tous les mois, va venir voir le comité de direction, va leur dire alors où est-ce qu'on en est. Tout ça, c'est ce qui va permettre de maintenir la tension sur la mise en œuvre du nouveau plan stratégique. Et ça va leur faire gagner un temps fou en fait. Parce qu'on va éviter les détours, parce que en ayant de l'expérience sur ce type d'accompagnement, je sais aujourd'hui les pièges qui sont à éviter, par exemple. Oui. Les pièges à éviter, et ça va être notamment de ne pas être très clair avec les uns et les autres sur ce que l'on attend d'eux. Ça va être de ne pas mettre en place un outil de pilotage et de suivi. Ça va être de ne pas travailler en team building les relations entre les membres de l'équipe dirigeante. Tout ce qui va pouvoir en fait freiner est ce qu'on appelle communément la résistance au changement. Et que conduire du changement dans une entreprise, c'est pas facile. Et là aussi, il y a de la méthode, il y a des besoins des collaborateurs, des dirigeants pour pouvoir accompagner le déploiement des nouvelles stratégies. C'est comment déjà on va informer tout le monde de ce que l'on veut faire, de son ambition. Comment on va les aider à comprendre pourquoi on se positionne sur ce nouveau projet, sur ces nouveaux objectifs, sur cette période de développement qui va nécessiter que chacun sorte de sa zone de confort. D'accord. Et comme tout être humain, personne n'aime vraiment sortir de sa zone de confort, du moins pas trop. Il va falloir qu'on puisse l'expliquer, expliquer à chacun des collaborateurs pour qu'ils le comprennent et qu'ils comprennent à la fois l'urgence et l'intérêt de pouvoir modifier sa manière de faire dans son quotidien. D'accord. Et pour ça, exactement. Et ça veut dire qu'il va falloir les associer, leur expliquer, faire preuve de pédagogie, les soutenir dans les nouvelles pratiques qu'on va leur demander, les valoriser, les aider à prendre les nouvelles responsabilités qui vont être les leurs. Parce que dans ces projets-là, c'est aussi l'occasion pour les dirigeants d'entreprise de s'appuyer sur les talents et un peu de les fidéliser. C'est-à-dire que si le comité de direction fait la révolution, on pourrait dire, ou l'évolution dans son coin, sans impliquer les directeurs de pôle, les managers et les collaborateurs, le pari ne sera pas gagné parce que les collaborateurs et les managers ne seront pas engagés dans la démarche. Et au contraire, quand on met en œuvre un nouveau positionnement, un nouveau projet d'entreprise, c'est l'occasion un peu de valoriser et de fidéliser ses talents, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même là que se pose, malgré tout ce qu'on peut entendre sur la vie des entreprises, le recrutement, avoir les bonnes expertises, les bonnes personnes au bon poste, c'est ce qui reste le plus difficile pour pouvoir déployer et réaliser le développement des entreprises. Donc c'est vraiment une approche, tu vois, Rudy, particulièrement pragmatique, qui nécessite de la méthode, la discipline aussi, je pense. La discipline, qui s'ancre sur le terrain de l'entreprise, mais qui n'est pas pour autant inspiré de grandes théories et de grands modèles. Ce sont des choses, j'en appelle vraiment au bon sens, au pragmatisme et des uns et des autres pour
pouvoir mener cette stratégie de croissance. Franchement, très, très, très intéressant. Je suis resté un petit peu des moments sur ton écoute parce que j'ai trouvé que le fil était vraiment très, très constructif et voilà. Même si j'ai pas eu trop de questions parce que alors franchement, c'est très clair pour moi. Si on ferait si je te laisse quelques secondes pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces entrepreneurs? Ce que je pourrais dire, c'est n'ayons pas peur, je m'inclus dedans, n'ayons pas peur d'avancer, n'ayons pas peur des challenges, de sortir de notre zone de confort, pour l'agrandir, d'envisager, voilà, exactement, d'envisager la suite, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, comme je le disais au début, un peu cette urgence à bien comprendre que dans un monde qui bouge, si nous, on ne bouge pas, si on n'anticipe pas l'avenir, on va reculer, on va perdre en fait. Et qu'il est plus risqué de ne pas bouger que de prendre des risques et d'aller vers l'avenir, d'essayer de conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de développer des nouvelles offres, parce que c'est ça qui va nous mettre dans cette dynamique de développement. Complètement. Et que ensuite, une fois qu'on a ce mindset finalement, cet état d'esprit, la suite, elle est assez logique, comme tu l'as très bien dit et ressenti, c'est la méthode. C'est de la méthode qui va faire un peu la garantie du succès. Et à partir du moment où on a une méthode, où on a un chemin, il n'y a pas la crainte de finalement soit de travailler pour rien, soit de se sentir dépassé, soit de rester au niveau des bonnes intentions. Non. Parce qu'on sait où on va. Exactement, les choses sont rythmées, calées et on sait où on va. Exactement, ouais. Je vais faire juste une petite parenthèse pour clarifier en fait les 4 étapes pour moi en fait de cette zone de confort. On parle souvent de zone de confort, mais on ne sait pas ce qu'il y a après. Après la zone de confort, en fait, on a la zone de peur. Et oui, on a peur de sortir de cette zone de confort. On a peur de perdre tout le confort qu'on a eu, qu'on a peut-être travaillé, gagné avec le temps. Une fois puis surtout si c'est l'entourage, on parle d'un projet à quelqu'un, certains vont dire non, ne fais surtout pas ça. La peur, en fait, on se protège mutuellement les uns et les autres. Mais si on accepte en fait cette zone de peur, on va rentrer dans cette zone d'apprentissage. Tout à fait. La zone d'apprentaussage, là on est en train d'apprendre quelque chose, un peu comme notre échange qu'on vient de faire aujourd'hui. Un autre marché, nouvel besoin, donc on apprend autre chose, on apprend toujours le même métier mais différemment en fait. Et c'est toujours aussi très excitant parce que ça reste toujours très dynamique mais de manière différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que en rentrant dans cette zone d'apprentissage, on va arriver à cette 4e étape qui est la zone de grandeur. En fait, on va agrandir la zone de confort. Et c'est un cercle vertueux. L'objectif à la fin, c'est de ne pas rester le plus longtemps possible dans cette zone de confort, comme vous l'avez compris par rapport à l'échange avec Emmanuel. C'est que plus vous restez dans cette zone de confort, plus en fait, à terme, ça risque justement de devenir très désagréable et très inconfortable. Et on l'a bien compris avec Kodak. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de cette zone, parce qu'on en parle souvent, mais on ne sait pas trop ce qui se passe après. Voilà. Écoute Emmanuel, on a fait un super épisode. Merci, on a dépassé un peu, mais franchement, c'est pas grave. Je pense qu'on a vu les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises seront contents de cet échange. Encore merci. Puis écoute, je te souhaite un très bonne journée, un très bon mois et à très bientôt pour la suite. J'espère qu'on fera un prochain épisode ensemble. Avec plaisir, Rudy. Merci et bonne année à tous. C'est le début d'année et le moment de pouvoir se poser pour réfléchir à ses objectifs et puis aussi prendre du recul sur l'avenir. C'est clair, c'est toujours des beaux moments pour se poser et puis réfléchir. Donc je pense que cet épisode va nous aider tous à réfléchir à la vision à 3 ans de notre entreprise. À bientôt. Merci beaucoup Rudy, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Didier Arnoul, expert en stratégie auprès des hôtels. Découvrez ses 5 conseils pour optimiser votre établissement depuis la pandémie. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.